Il ne s'appelle pas Toshiba ou Lenovo. Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente rapidement, je suis Stéphane Péquignot. J'ai été pendant plus de 20 ans dans le domaine marketing de grandes entreprises et notamment j'ai été directeur marketing chez Coca-Cola Entreprises pendant plus de 10 ans et j'ai eu une équipe de 60 collaborateurs et notamment avec des stagiaires. J'ai eu fait tout au long de ma carrière pas mal de recrutement et travaillé avec de très nombreux collaborateurs. J'ai changé alors un peu plus radicalement que vous, Élodie. J'ai changé de vie puisque je suis devenu artiste peintre et je n'avais jamais peint auparavant. Et du coup, voilà, c'est un vrai changement. Et j'ai la chance d'exposer à l'international. Alors ça, c'était avant mars dernier, hein, puisque là, depuis mars, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai eu la chance d'exposer à Tokyo, Singapour, Dubaï et beaucoup aux États-Unis. Et j'ai la particularité de peindre sur aluminium et de transformer ces créations en forme de robes, donc qui sont portées par des mannequins lors des fashion shows. Et ensuite, donc, je les transforme en sculpture. Voilà, donc vous connaissez un peu mon parcours maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter une présentation sur globalement comment bien se vendre. Alors, je vais la partager. Tac, tac, tac. Ah ben voilà, j'ai plus mon truc partagé. Ah voilà, écran partagé. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas très nombreux, c'est que vous puissiez interagir si vous avez des questions au fur et à mesure des slides. N'attendez pas la fin de la présentation, c'est plus sympa que ce soit interactif plutôt que ce soit un long monologue de ma part. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous avez la possibilité de vous connecter, de brancher vos caméras, c'est également plus sympathique qu'on puisse se voir lorsqu'on échange. Alors, vous voyez ma tête, mais c'est aussi sympa qu'on voit la vôtre. Donc, si vous avez la possibilité de connecter, ça serait top. Les conseils pour réussir lorsqu'on cherche une nouvelle formation et notamment un master. L'idée, c'est donc il y a on va dire, tout un tas de règles. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, mais de bien vous rappeler l'ensemble des points qui sont très importants. Et ensuite, on va rentrer plus en détail sur la partie CV, lettre de motivation et entretien. Donc, tout d'abord, il faut évidemment respecter la procédure et le calendrier qui est spécifique à chacune des écoles ou à chacun des masters, donc de bien s'assurer qu'on est dans les clous pour postuler. Il faut évidemment soigner son dossier de candidature, donc on va rentrer dans le détail de tous ces points. Réussir son CV, c'est quoi? Vous allez le voir, assez simple, mais souvent, on veut tellement en mettre que ça devient un flot d'informations trop important. Donc, je vous présenterai quelques clés pour bien réussir votre CV. Marquez les esprits au travers de votre lettre de motivation, qui est aussi le premier contact que vous allez avoir avec l'entreprise. Donc, l'intérêt de cette lettre de motivation, c'est de donner envie à l'interlocuteur qui va la lire de vous recevoir et d'aller plus loin. Évidemment, préparer votre entretien à l'oral, donc ce qui est souvent le plus difficile, parce que, comme tout le monde, on se vend toujours assez mal. Donc, l'idée, c'est de se préparer à être pertinent pendant l'oral. Construire des réalisations. Vous avez tous fait tout un tas de choses, plein de choses, de très belles choses, mais c'est comment on les vend et comment on les met en valeur. Et puis, il faut s'entraîner, c'est comme tout, et oser aller de l'avant. Alors, respecter la procédure, ça je vais aller assez vite, mais voilà, vous avez des calendriers, vous avez des procédures d'admission qui sont assez claires sur les sites des masters. Donc voilà, soyez sûr que vous ayez les bons délais, également les bons documents administratifs qu'on vous demande. Éviter de renvoyer des dossiers incomplets, parce que ça, c'est déjà des premières étapes qui peuvent être éliminatoires. Soigner le dossier de candidature, ça veut aussi dire avoir votre dossier académique avec toutes vos formations préalables de prête, une lettre de motivation qui est personnalisée, c'est-à-dire que vous mettez bien le nom du master, le nom de l'école en avant sur votre lettre de motivation, pas quelque chose de très générique, parce que sinon, encore une fois, ça ne donne aucun intérêt à celui qui va lire de se dire tiens, j'ai envie de poursuivre.
une photo de vous, ça c'est aussi important, et une photo, on va dire, professionnelle, mais dans le sens où sur la plage, vous n'avez pas un fond bleu, vous n'avez pas un fond vous posez comme un mannequin, c'est vraiment une photo la plus simple possible où on voit votre tête sur un fond neutre, c'est le plus simple des choses. Et également, des points importants qui peuvent être des lettres de recommandation de stages que vous avez pu faire, de sociétés. C'est toujours important d'avoir des lettres. Alors, réussir son CV, c'est quoi? Donc, le CV, c'est vraiment la carte d'identité professionnelle. Je vous le disais tout à l'heure, c'est donner envie et pour provoquer derrière un entretien et là, vous vendre encore mieux. Et c'est un outil pour vendre son parcours, à la fois en termes de formation et son expérience. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit non plus une liste à la Prévert, donc c'est vraiment pas, c'est une page uniquement. Il faut qu'il soit lisible, qu'on ait donc parce que plus il y aura de choses où on aura envie de lire, que vous ayez un parcours professionnel clair. Donc, ne mettez pas tout dans votre CV. Si vous avez fait des petits boulots de caissière, de choses comme ça, ne mettez peut-être pas tout. Choisissez vos projets professionnels pour être plus percutants. Des intitulés de postes qui sont explicites, parce que souvent dans les entreprises, lorsqu'on fait des stages, c'est des nominations qu'on peut ne pas comprendre. Donc, c'est important de pouvoir mettre des intitulés explicites et donc globalement une page, sauf pour ceux qui ont des très très grandes expériences. Vu votre grand âge, Élodie, peut-être, ce serait votre cas. Mais voilà, il faut rester sur une page parce que sinon on n'ira pas plus loin. Bien sûr, être convaincant et mettre en valeur et en exergue vos points forts. Encore une fois, des gens dans des écoles vont lire tout un tas de CV. Donc, l'idée, c'est de sortir du lot, de montrer des résultats qui sont au service du master pour lequel vous postulez et d'être sobre dans la présentation, c'est-à-dire oublier les fonds de tout un tas de couleurs, oublier les carrés qui ferment vos présentations. Restez vraiment très sobre, des bullet points, pas de couleurs extravagantes, vraiment restez le plus sobre possible. Parlez également donc, de vos réalisations, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis parlez de vos centres d'intérêt. Encore une fois, l'idée du CV, c'est de mieux vous connaître. Donc, on va assez vite comprendre ce que vous faites en termes de formation, ce que vous avez fait en termes de parcours professionnel. L'idée, c'est justement de parler aussi de vous, donc de parler de vos hobbies, parler de ce que vous faites, des associations dans lesquelles vous pouvez être. C'est important qu'on vous connaisse un petit peu mieux, qu'on sache un petit peu mieux qui vous êtes. Ensuite, alors, attendez, j'ai un message. Et monsieur Lenovo qui nous dit de fermer vos micros. Alors moi, je ne vais pas fermer, sinon ce sera un problème pour vous. Donc, il faut pas que ce soit exhaustif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ne pas tout mettre parce que ça sera horrible de voir tout un tas d'expériences et puis au final, on ne retiendra rien. De le côté, on est trop bavard dans son CV, c'est ce qui est le problème. Ensuite, ne soit pas impersonnel. Encore une fois, il faut que vous puissiez le personnaliser par rapport au master que vous allez faire. Ensuite, les grands principes du CV. Donc, c'est d'avoir en haut un titre qui permet d'indiquer le projet, l'envie que vous avez. Donc, par exemple, un changement de carrière pour vous, Élodie, de mettre ce vers quoi vous voulez vous diriger. Les compétences clés dans un pavé en haut qui vous permet voilà, d'être précis et de mettre en exergue des compétences, encore une fois, qui peuvent être liées avec votre master. Ça ne sert à rien de dire que vous êtes diplômé de danse classique pour un parcours d'ingénieur, mais par contre de mettre plus en avant des compétences de rationalité, de précision, de stratégie, de choses comme ça. Et évidemment, bien sûr, de parler de vos diplômes, de vos expériences et des différents stages que vous avez eus, encore une fois, en sélectionnant les différents stages et jobs que vous avez eus pour être le plus pertinent possible. Les réalisations que vous avez pu faire également hors cadre professionnel, ça peut être une association, ça peut être différents types de choses, qui là encore une fois va parler de vous et va donner des informations et une envie de vous découvrir à la personne qui va lire votre CV.
Les questions qu'il faut se poser avant, c'est quels sont les messages que je veux faire passer, qu'est-ce que j'ai envie de dire à la personne qui va lire mon CV. Il faut que donc globalement, ce message-là soit compris et décodé dans les 15 à 20 secondes, parce que sinon le gars ne va pas plus loin et ne lira pas l'ensemble de votre CV. Dites-vous aussi, en fonction des personnes qui vont vous lire, qu'est-ce qui peut l'intéresser, tout ça en fonction des interlocuteurs que vous aurez en fonction des différents masters, et de guider déjà un petit peu ce sur quoi vous aimeriez être interrogé ou présenter ce que vous aimeriez faire. Évidemment, être bien sûr d'être capable d'étayer tous les points que vous mettez dans votre CV. Parce que le pire, c'est quand souvent on pose une question sur une expérience et que là on se dit oups, qu'est-ce que je peux dire? Et du coup, on devient incohérent et du coup, ça peut vite rendre un entretien assez caduc. Et effectivement, être fier du résultat, ça sera déjà une première indication sur le fait que ça fait sens de le préciser. Sur la lettre de motivation, donc là, encore une fois aussi, rien de très révolutionnaire, mais juste vous rappeler la structure d'une lettre de motivation. C'est d'abord de commencer en parlant de vous, donc connaître ce que pourquoi vous avez choisi cette école, etc. Ensuite, parler de moi sur ma formation, la personnalité. Oui, pardon, dans le vous, il y a également tout ce qui est la notoriété de l'entreprise, etc. Pardon, de l'école. Pourquoi l'école? Pourquoi vous avez choisi cette filière-là? Ensuite, moi, donc sur ma formation académique, qu'est-ce que j'ai fait, quelques qualités et mes expériences. Et ensuite, sur le nous, c'est qu'est-ce qu'en gros on peut faire ensemble, qu'est-ce que moi je peux vous apporter, qu'est-ce que ce master peut m'apporter à moi, et voir en fait les points communs qui pourraient servir. Et demain, qu'est-ce que vous pourriez faire grâce à cette formation. Alors, j'ai Mehdi qui pose une question. Alors, Mehdi, vous n'avez pas de micro? Ok, apparemment non. Peut-on mettre sur les CV les enseignements vus durant les différentes formations? Est-ce que vous pouvez être plus précis? Vous pensez à quoi, par exemple? Donc, si vous avez la possibilité du micro, ça serait plus simple. Bon, je vous laisse me répondre et puis je reviens dessus. Donnez-moi un exemple de ce que vous voulez dire. Toujours pareil, la forme est aussi importante que le fond. Clairement, là aussi, vu vos âges, entre guillemets, votre expérience, plutôt une seule page. N'en mettez pas trop. L'objectif est de ne pas tout vouloir dire sur ni un CV ni une lettre de motivation. Vous aurez l'occasion de passer un entretien, donc il faut être extrêmement concis et encore une fois percutant sur ce que vous mettez dans vos CV et lettres de motivation. Avoir des paragraphes distincts pour que ça passe pas trop de paquet, encore une fois, à la lecture. De grâce, vérifier via les correcteurs et autres les fautes d'orthographe, parce que ça, honnêtement, souvent, c'est rédhibitoire, quitte à la faire relire par quelqu'un d'autre ou autre, mais vraiment d'avoir un avis un peu objectif extérieur et de vérifier les fautes d'orthographe. Et puis, dans la formulation, globalement, rester assez classique dans la formulation et pour certaines écoles, peut-être avoir des originalités, des spécificités, mais dans la majeure partie des cas, rester le plus neutre possible et le plus classique. Donc, vous n'avez pas de micro, ok? Oui, tout à fait. Vous pouvez mettre donc la question de Mélie qui est peut-on mettre sur les CV les enseignements vus durant les différentes formations tels que le droit du travail ou les GRH, etc. Oui, bien sûr. C'est des choses que vous pouvez, encore une fois, si ça fait sens par rapport au master sur lequel vous postulez. Mais effectivement, notamment sur des formations comme celle-là, qui ont vraiment un lien étroit avec le master, ça peut faire sens, effectivement. Euh, donc, l'oral, c'est la troisième partie. Et donc là, c'est un peu le moment où vous allez convaincre le jury de vous prendre. Vous avez déjà vous avez donc passé les premières étapes du CV, de la lettre de motivation, du dossier de candidature et autres. Donc là, l'idée, c'est vraiment convaincre le jury.
il faut que vous puissiez passer de montrer vos objectifs, en fait. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont les risques et les enjeux de faire ces choix-là? Comment vous allez faire cet oral? Est-ce que, alors, a priori, maintenant, ça va être quand même beaucoup en distanciel, mais c'est important de l'avoir en tête, d'avoir le dress code adapté à l'entretien. Alors, s'il est physique, ça peut être en fonction des écoles, style costume pour les hommes, peut-être cravate, etc. Mais vraiment avoir quelque chose de formel. Et même si vous êtes à distance, là aussi, attention à la façon dont vous êtes habillé, la façon à laquelle vous vous tenez. C'est vrai qu'un entretien comme ça, où on voit les mains ou machin, etc., c'est assez compliqué. Donc, soyez, même à distance, et surtout à distance, si j'ose dire, essayez d'avoir une tenue, un background de l'appel aussi assez neutre pour éviter d'avoir des bruits à l'extérieur, d'avoir des choses comme ça. Donc, pensez bien à tout préparer. Et puis, vous avez une question. Essayez de les poser par micro. Honnêtement, c'est pas simple de lire les messages, etc. Donc, essayez de parler avec vos micros, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis surtout, ça vous prépare à parler en distance. Alissa, est-ce que vous pouvez vous connecter? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Vous avez une caméra ou pas? Non, c'est ma caméra, ça ne va pas fonctionner. Ok. Bon, ça, c'est hyper important, hein. Vous n'êtes pas la seule, mais pensez à avoir des outils qui fonctionnent le jour où vous allez passer des oraux, parce que clairement, vous ne pourrez pas passer un oral sans caméra. D'accord. C'est bien à vous préparer en amont, d'être sûr d'avoir le bon PC, la bonne connexion, etc. Donc, vous vouliez poser une question? Oui, je voulais demander par rapport au CV, quand on candidate pour un master, par exemple, si on est un étudiant qui n'a pas encore eu d'expérience professionnelle, de suite le bac, puis la licence, puis on va immédiatement au master et qu'on n'a pas encore travaillé, est-ce que le fait de ne pas encore eu d'expérience, c'est un problème? Ou bien si ça réduit nos chances d'être acceptés? Non, après, c'est toujours mieux quand vous avez de l'expérience, c'est sûr. Maintenant, ce qu'il va falloir mettre en valeur, c'est ce que vous avez pu faire à côté. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas avoir d'expérience professionnelle, mais vous avez peut-être fait des choses dans une association. Vous avez peut-être été sportif de haut niveau. Vous avez, vous voyez, mettre en avant d'autres choses qui vont aussi dire des choses de vous. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez été sportif de haut niveau, ça veut dire que vous êtes persévérant, vous avez de l'endurance. Si vous êtes sur un sport collectif, ça veut aussi dire que vous savez travailler en équipe. Si vous avez été capitaine de votre équipe, ça veut dire que vous avez un côté un peu leader. Enfin, vous voyez, ça donne des éléments de vous, sans pour autant d'avoir une expérience vraiment professionnelle, mais ça vous permet d'avoir des éléments à donner sur un CV. D'accord. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? OK. Donc, toujours sur l'oral. En fait, il faut que vous prépariez un pitch de 2 minutes. Donc, un pitch, en français dans le texte, c'est un résumé en fait de vous en 2 minutes, qui doit être extrêmement court, 2 minutes, 2 minutes voire moins, d'être précis. Et dites-vous, c'est comme si vous rencontriez le PDG d'une super boîte dans laquelle vous voulez travailler. Vous êtes dans l'ascenseur, vous montez avec lui au 8e étage et vous n'avez que 8 étages pour lui parler de vous et qu'à la sortie, il a envie de vous rencontrer pour vous embaucher. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement court et qui va vous permettre de vous présenter à la fois durant des exercices de groupe, durant les premiers, souvent il y a des petits exercices de dire présentez-vous en 2 minutes. Ça peut être lors de speed dating, ça peut être tout un tas de choses qui vous permet voilà, d'être prêt, d'avoir quelque chose à dire et de ne pas rester un peu comme les lapins devant des phares dans un entretien. Donc, c'est une introduction, mettre en valeur vos points forts, parler de votre motivation, dire pourquoi vous devez me choisir moi et un mot de conclusion. Donc, dans l'intro, c'est dire OK, qui je suis. Donc, c'est Alice Agent.
deux, trois clés, deux, trois points clés sur vous. J'ai 23 ans, je suis parisienne. Mes points forts, quelles sont vos expériences pro ou perso, quelles sont vos qualités et vos points de différenciation. Et encore une fois, vous n'allez pas citer l'ensemble de votre CV à ce moment-là, c'est faire ressortir deux max sur ce que vous avez pu faire et ce que vous en avez retiré. Ma motivation pour ce master, c'est l'architecture, non architecte dans ma vie, et du coup, c'est pour ça que je postule à tel master dans telle école d'architecture. Le projet à long terme, voilà, c'est de dire, moi, à 10 ans, je souhaite être architecte et à terme, pouvoir ouvrir ma propre société de création et autres. Qu'est-ce qui fait que vous devez me prendre moi? Donc, c'est les valeurs que vous partagez avec l'école. Donc, il est hyper important en amont de vous renseigner aussi sur les valeurs de l'école pour pouvoir mettre en avant justement que vous avez ces valeurs-là et qu'il y a une vraie adéquation avec l'école. Et puis, à la fin, vous redites un mot de cette motivation en disant que voilà, le fait de pouvoir rentrer dans ce master, c'est vraiment un objectif important pour vous. Vous êtes hyper motivé pour ça, que vous donnerez les moyens de réussir et de parler des next steps. Et potentiellement, si vous avez le temps, c'est poser à la fin une question. Je vais vous poser une question. Yes. Dans cette orale ou dans la lettre de motivation, donc c'est dans la partie nous, est-ce qu'on peut dire, donc là je pense notamment au master gestion de patrimoine, est-ce que je peux dire que je vais apporter à la formation, qu'il va y avoir un partage de mes connaissances, puisque j'ai déjà du coup, je suis déjà plus ou moins en poste gestion de patrimoine, donc est-ce que je peux dire que je vais partager mes connaissances? Et est-ce que lors de mon oral ou de la lettre de motivation, je peux dire aussi que la formation est prestigieuse, me donne une expertise et m'apporte aussi une confiance en moi, une assise, une prestance? Est-ce que ça, c'est des choses que je peux dire ou pas? Alors, il faut toujours faire attention de ce que vous allez dire ne vous nuise pas. Si vous dites confiance en moi, etc., a priori, ça veut dire que vous en manquez. Donc, je mettrais plutôt en sens positif des choses. Donc, déjà, c'est voilà, de dire que oui, vous pouvez dire que vous pouvez partager des connaissances, mais c'est extrêmement vague. Partager des connaissances, ça peut être tout, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, moi, je serais plus précis sur voilà, moi, ce que je peux vous amener. Mon expérience en tant que vous êtes oui, en tant que payé privé, c'est-à-dire que les situations que j'ai rencontrées avec mes clients, voilà. par exemple. Donc, plus précis dans ce que vous pouvez amener d'une part, et effectivement dire et amener le fait que voilà, cette école, ce master, cette formation va vous amener des compétences supplémentaires, va vous permettre de vous développer, va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences en termes de gestion, en termes de relations clientèle, en termes de peut-être de technique, de forcing, comme ça. Mais vraiment précis et positif. C'est-à-dire éviter les choses qui peuvent, entre guillemets, évoluer, où on se pose la question à dire, ah tiens, elle parle de confiance en soi, ça doit vouloir dire qu'elle n'en a pas. Oui, donc tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, ça, j'en parle pas. Évidemment, en vrai, cette formation vous aidera, et tant mieux, mais c'est des choses que je ne dirais pas comme ça, en tout état de cause, sur l'entretien. D'accord. En tous les cas, je ne suis certainement pas sur la démotivation. Mais par contre, voilà, de dire que cette formation va vous amener tout un tas de choses bénéfiques et en précisant lesquelles, que ce soit sur l'aspect technique ou sur l'aspect de connaissances plus générales, etc. Oui, parce que c'est le fait effectivement d'avoir une expertise grâce à la formation qui m'apporte cette confiance en moi. Oui, et ça, c'est l'effet induit et que moi, je ne préciserai pas à ce moment-là. D'accord. Ça vous apporte voilà, une meilleure connaissance du marché, de la finance, une meilleure connaissance technique de tel ou tel outil, de choses comme ça. Mais sur la question, c'est plus compliqué. Ok, très bien. D'accord. Merci. Alors, sur le pitch, donc on est toujours sur l'oral. Donc, vous l'avez vu, un format court et plutôt impactant, incisif. Connaître évidemment par cœur votre parcours, si on vous pose des questions et autres, sur votre parcours, votre profil, ce que vous avez fait, ce que vous avez appris durant vos expériences, etc.
Évidemment, soigner son introduction et sa conclusion, et mettre de l'émotion un peu aussi dans ce qu'on dit. Alors, c'est bien d'être rationnel, d'avoir des chiffres, de pouvoir préciser, de dire, voilà, j'ai été en banque et j'avais une clientèle de 150 clients, j'avais un chiffre de, je ne sais pas combien, 110 millions. Toujours être factuel, comme ça crédibilise votre propos. On ne dit pas, tiens, elle invente, ou tiens, ça reste vraiment concret. Et puis surtout, ça montre que vous connaissez aussi bien votre business. Et certains chiffres peuvent impressionner, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous gérez 10 millions d'euros, un actif de 10 millions d'euros, un actif de 100 millions d'euros, ce n'est pas la même histoire. Donc vraiment de pouvoir mettre du factuel à l'intérieur et de l'émotion, c'est-à-dire de parler de vous. Alors pas en termes de... Il ne faut pas se confier à la personne devant vous en termes négatifs, mais voilà, de mettre des choses de vous, c'est-à-dire par exemple ce que vous faites, si vous faites de la danse, si vous faites du violon, de mettre des petites choses comme ça qui vont dire des choses de vous plus personnelles. Donc, un exemple de trame de présentation, mais ça reste vraiment qu'un exemple. Donc, l'introduction. Bonjour, je m'appelle Vincent Dupont et vous pouvez dire j'ai 25 ans. Le fil rouge de mon parcours, de mon histoire, c'est une orientation sur, encore une fois, sur le marketing, je ne sais quoi. J'ai fait tel bac, puis j'ai fait telle école de commerce avec une spécialité qui était autour du marketing, etc. Et je souhaite aujourd'hui intégrer mon master, car mon projet est de devenir architecte, banquier d'affaires, maître du monde. Et au travers des expériences, j'ai mis en avant telle compétence de gestion d'équipe, de gestion de budget important avec 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc., etc. Et je pourrais apporter à ce master, donc là c'est ce qu'on revenait à dire, voilà, je pourrais apporter à ce master mes compétences que j'ai développées, ma créativité que j'ai su développer dans tel et tel parcours, etc. Au travers de la présentation, donc parler de ce qui a construit vos motivations, vos spécificités, et pour montrer une cohérence dans le parcours. C'est-à-dire que si vous arrivez en disant, voilà, je vais faire un master sur du marketing et qu'avant, vous avez été dans une école de boulanger et encore avant, vous avez été, je ne sais pas quoi, dans maçon, la cohérence va être un peu dure à trouver. Donc l'idée, après, on peut tout expliquer, hein, mais l'idée, c'est de trouver une cohérence. On peut avoir changé de vie, je suis bien placé pour vous en parler. On peut avoir fait tout un tas de changements, mais il faut savoir l'expliquer. Et idéalement, il faut avoir une cohérence, un fil rouge qui permet de dire à l'autre, voilà, ce que je veux faire, c'est cohérent pour moi. Et donc, vous avez tout intérêt à me prendre parce que c'est une vraie logique pour moi. Sur le point de construire ses réalisations pour vendre, c'est-à-dire de montrer qu'on a fait des choses et de bien vendre ces choses-là, que ça nous a pris tout un tas de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode STAR, donc situation, tâche, action et résultat. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les thèmes là parce que c'est un peu dur, vous pouvez le regarder. Il faut donc tout d'abord donner la situation, de commencer par un exposé de cette expérience en présentant le contexte. Donc, j'ai été dans telle société, j'avais tel projet à mener, etc. Pour la tâche, il faut décrire précisément ce que vous y avez fait. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Votre boss vous a demandé de, je sais pas, faire un tel projet. Qu'est-ce que moi j'y ai fait? J'avais une équipe, j'avais pas l'équipe. On m'a demandé de créer un nouveau projet avec un budget de 5 millions d'euros. Voilà tous les objectifs qui ont été fixés. Ensuite, qu'est-ce que j'y ai fait techniquement? Et en parlant vraiment à la première personne, parce que souvent on dit on, nous, etc. Et au final, on sort de l'entretien, on se dit mais du coup, elle a fait quoi? Elle, personnellement. Donc c'est important de ne pas toujours dire je, parce qu'on va se dire, elle a tout fait toute seule, mais de se dire souvent, j'ai implémenté, j'ai recherché, etc. Et puis de temps à autre, quand vous reparlez du groupe, à ce moment-là, de réintroduire le on, le nous. Et dire ce que vous avez donc apporté au final. Donc, ce sont les résultats. Quels ont été les résultats par rapport aux objectifs qu'on vous a fixés? Donc, là aussi, c'est assez simple. Hein. J'avais un budget de 5 millions, je l'ai respecté, je l'ai dépassé, j'ai été en dessous. Je devais créer une nouvelle équipe avec 10 collaborateurs.
Au final, on est tombé à 12 où j'avais plus que 8, etc. Donc, de vraiment donner des résultats concrets sur des indicateurs de performance. Après, ça reste très générique parce que je ne peux pas donner des exemples pour tout. Mais vous voyez, en fonction de ce que vous avez fait, que ce soit dans l'embanc, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la chimie, de pouvoir donner des exemples concrets de ce que vous y avez fait et en employant des mots que tout le monde comprend. C'est-à-dire que tout le monde, par exemple, Oriane, tout le monde n'a pas fait de la chimie. Donc, si vous êtes sur des trucs très spécifiques sur une expérience, de pouvoir donner des mots que tout le monde comprend et pas des onomatopées ou des sigles, des choses comme ça que personne ne comprend et du coup, vous perdez tout. Sur l'entretien, donc on l'a vu, c'est pour rappel donc le parcours de ce que vous avez fait, les motivations pour ce master, quel est le projet à moyen et long terme de ce que vous voulez faire comme métier demain, quelles sont les expériences en lien avec ce projet et vos intérêts. Voilà, j'en ai fini. Je voulais juste vous dire 2 mots sur Yapika. C'est le spécialiste de l'entretien oral. Donc, je fais partie des 150 formateurs. Mais donc, l'idée, c'est d'aider les étudiants à se démarquer au travers d'un dossier de candidature, hein, que ce soit la lettre de motivation et le CV. Donc, de vous aider à bien préparer ça, de se préparer à des entretiens, qu'ils soient présentiels ou distanciels, notamment au travers des euros d'admission, et également pour des stages ou pour des premiers emplois. Et donc, l'idée, c'est qu'on est là pour vous aider à vous préparer au mieux, à mieux vous vendre, parce que c'est toujours compliqué de se vendre dans des entretiens, et à présenter en fait vos motivations, vos compétences. Et encore une fois, c'est toujours très compliqué de bien se vendre. Donc aujourd'hui, à Puka, on a formé de 1700 jeunes de la première année au Master 2, que ce soit en présentiel ou en distanciel. On a une trentaine d'écoles partenaires avec qui on travaille. On a 170 coachs, pardon, j'avais dit 150, on est 170. Et donc, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des jeunes, il y a des plus âgés comme moi, il y a des gens qui ont été dans le luxe, dans la finance, dans le marketing. Donc, c'est vraiment extrêmement hétéroclite et vous pouvez choisir des gens qui vous correspondent le plus en termes d'expérience, en termes d'attente. Donc, c'est hyper large en termes de choix. Des pédagogies innovantes avec des innovations digitales et puis évidemment, on a aussi des coachs dont je fais partie où on est bilingue, on peut parler différentes langues, donc ça permet également de couvrir des parcours internationaux. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous propose d'échanger, si vous avez d'autres questions, d'autres points, je suis là pour y répondre. Ne soyez pas timide. Ah ben si vous êtes timide en fait. Vous avez répondu à mes questions au fil de l'eau. Bon, bah, top. Les autres, des tutoiements, ça vous paraît clair? Vous êtes au taquet au niveau CV, entretien et autres? De mon côté, oui, ça va. Est-ce que vous auriez un mail peut-être pour si on avait besoin d'échanger peut-être avec vous dans le futur, Vous voulez éventuellement? échanger sur quoi? Bah, éventuellement, par exemple, si c'est possible de vous envoyer un CV et que vous nous dites si c'est possible, par exemple, si Alors, vous pensez que. après, en fait, il faut passer par la plateforme de Yapuka. Donc, c'est sur le site D'accord. Yapuka, mais pas moi en direct, en fait. Ok. Et après, en fonction de vos besoins, de ce que vous voulez faire, c'est via la plateforme, en fait. Ok, d'accord, très bien. Je me renseignerai. Merci. Et il y a Ludiez, j'espère que je prononce bien, qui me dit quel est le coût du coaching Yapuka. Ça dépend en fait de vos besoins. Donc là, encore une fois, sur la plateforme, vous avez l'ensemble des tarifs qui sont proposés en fonction si c'est une préparation à une grande école, si c'est une préparation sur une licence. Donc il y a plusieurs choix en fait qui vous permettent, si c'est juste pour votre CV ou pour comment dirais-je, l'aide de motivation. Donc, ça permet voilà, d'avoir différents choix. Donc, vous pouvez regarder sur
sur le site et vous avez une adresse mail donc, qui est contact@yaplica.org. Donc, je crois que c'était Titouan, si vous voulez poser une question spécifiquement, vous pouvez regarder donc sur contact@yaplica.org. Je vous en prie, Titouan. Alissa, seriez-vous à partir de quelle moyenne aurait plus de chances d'être accepté en master? 20 sur 20, c'est sûr, vous êtes non, honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. À partir de quelle moyenne on aurait plus de chances d'être accepté en master? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Après, c'est vraiment… je ne pense pas qu'il y ait de moyenne en vrai sur… alors évidemment, si vous avez 4 de moyenne, ça va être difficile. Mais je pense que c'est aussi la façon dont vous allez vous vendre durant cet entretien. Une personne qui a 14 de moyenne dans toutes les matières, si elle se vend super mal, si elle a un CV pourri et qu'elle se vend super mal en entretien, je pense qu'elle a beaucoup moins de chances d'être prise que celle qui a que 12 et par contre qui a fait un super entretien. Et après, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il y ait la moyenne générale, globale, mais du coup, c'est plutôt pour les matières qui vont intéresser par rapport au master. Si vous faites un master ingénieur et que vous avez 3 de moyenne en maths et en physique, là, ça va être un problème. Après, globalement, il faut regarder effectivement d'être cohérent par rapport à ce que vous voulez faire et par rapport aux études que vous avez dans le passé et les notes que vous avez eues. Je vous en prie, Mehdi, avec plaisir. Et on va décrire les matières que l'on a suivies en rapport avec le master. Oui, alors, ne présentez pas toutes les matières que vous avez, ne présentez pas dans la lettre de motivation toutes les matières que vous avez en rapport avec le master. L'idée, c'est de dire, voilà, j'ai fait une première année, je prends toujours l'exemple d'architecte, j'ai fait une première année en architecture dans telle école, et effectivement, je souhaiterais intégrer votre master qui est ingénieur architecte. Donc là, on a un intérêt de le préciser. Après, si ça reste des matières plus génériques, ne le précisez pas dans vos lettres de motivation. Je vous en prie ça. J'ai une question un peu personnelle. Oula. Enfin, non, mais quand je vais avoir mon entretien, en fait, là, je suis enceinte. Donc, ça fait 1 mois que je ne suis plus en poste puisque je suis en congé maternité. Oui. Donc, mon terme est prévu dans 1 mois. Oui. Et je me demande si je dois dire lors de l'entretien la situation actuelle, donc que je ne suis plus en poste depuis 1 mois et que voilà, et que mon projet, c'est pour septembre et que voilà, il n'y aura pas de reprise dans l'entreprise dans laquelle je suis, mais enfin, bref, ensuite me projeter donc dans la formation future. Mais est-ce que je dois dire que je ne suis plus en poste? A priori, ça doit se voir, non, Élodie, à 1 mois du terme? Un peu. D'ailleurs, pour la présentation professionnelle, être bien habillé, ça va me poser quelques… Non, mais après, je veux dire, à mon sens, on ne fait pas de discrimination sur des femmes enceintes ou quoi. En plus, là, vous êtes plus dans le cadre de recherche, d'un master et autres. Donc, en plus, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de distanciel, il y a beaucoup d'écoles en distanciel et tout ça. Donc, si vous pouvez suivre le cursus normalement, oui, je veux dire, j'imagine que ce un papa, donc voilà, vous pouvez vous organiser, faire tout un tas de… Et puis la rentrée est en septembre, donc voilà, il n'y a aucun problème. Je vois pas d'intérêt à le préciser en tant que tel. D'accord. Et si vous êtes en présentiel, donc ça se verra, et qu'on vous pose la question, mais à mon avis, on ne posera même pas la question. Mais si on venait à poser la question, de toute façon, vous dites oui, mais voilà, moi je réponds en septembre, je suis au taquet, c'est une formation que je vais faire, et pour moi, c'est un non-événement. Enfin, sur ce plan-là, c'est un non-événement. D'accord. En fait, c'était surtout pour présenter le fait de… Enfin, sur le master gestion de patrimoine, donc c'est 2 jours de cours et 3 jours d'alternance. Donc, il faut une entreprise, il faut un poste cohérent en relation
avec le master en question. Moi, j'avais un poste de conseiller privé. Donc, si je reste dans la même entreprise, il faut que je passe en banque privée. Et si ce n'est pas le cas, je pense que là, actuellement, mon entreprise ne voudra pas m'accompagner en ce sens. Moi, il est hors de question que je reste bloquée avec eux. Donc, j'ai commencé un petit peu à échanger avec le responsable du master et je lui ai dit que bon, s'ils ne veulent pas m'accompagner en ce sens, je trouverai une autre entreprise, soit un family office, soit une banque privée, qui accepterait de me prendre 3 jours par semaine, donc en temps partiel. Et moi, donc 2 jours, j'irai en formation. Et donc, voilà. Et donc, c'était plutôt sur le fait de dire que je n'étais pas… Non, pour moi, enfin, je veux dire, si vous preniez un congé parental d'1 an, oui, là, ça aura un impact. Mais en fait, vous êtes quasi à terme. En septembre, vous serez comme des millions de femmes à avoir un enfant. Donc, moi, là-dessus, pour moi, ça n'a aucun impact. Du moment que voilà, vous ne prenez pas de congé parental pendant 1 an, etc., parce que là, c'est plus compliqué pour l'entreprise. Mais honnêtement, non, pour moi, c'est pas c'est un non-événement. Ok, très bien. Merci. Donc, est-ce que d'autres ont des questions? Vous êtes super timide, hein? Bon, écoutez, si vous n'avez plus personne à de questions, on va s'arrêter là. Merci en tous les cas d'avoir participé. Encore une fois, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à envoyer un message à contact@yapuka.org ou d'aller visiter le site Yapuka. Besoin, on sera ravis de venir vous aider, d'être là pour vous aider. Je vous en prie, Toshiba, c'est un plaisir. C'est très bizarre de vous appeler Toshiba, mais c'est le seul nom. Donc, avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, on est là pour vous aider, vous accompagner à réussir ces entretiens qui sont toujours des moments compliqués, évidemment, hein, puisque on se met une pression pour réussir et c'est un objectif important pour soi. Donc, on est là pour vous aider, à vous accompagner, à passer les meilleurs euros, à vous présenter au mieux, à mieux vous connaître. Donc, vraiment, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous, très bon week-end à tous et peut-être au plaisir de vous rencontrer.